Bismillahirrahmanirrahim. Donc, on va continuer encore le cours des théories des communications du Master Académique Communication Moderne. Nous avons vu les 3 premiers chapitres. Aujourd'hui, on va entamer la deuxième partie, donc, qui concerne les récepteurs optimaux et leur structure. Donc, on va voir maintenant la deuxième partie, la réception optimale dans un canal AWGN. On va reprendre un petit peu la réception optimale. Ça veut dire qu'on va y considérer un signal amer sur un canal AWGN, donc discret, donc dans le temps. Avec l'hypothèse HI que Y c'est SI plus N, donc c'est le signal transmis plus le bruit, pour toutes les valeurs de I de 1 à M. Et on va utiliser une densité spectrale de bruit, donc qui est autour de la valeur moyenne 0 et bien sûr sigma x, sigma au carré. Donc c'est les densités de probabilité qui sont données. Ici P de Y reçu si l'hypothèse HI a été faite. Donc elle est de type gaussienne, donc 1 sur racine de P sigma x au carré. Et l'exponentielle, bien sûr, de la norme de Y moins SI au carré, donc sur 2 sigma au carré. On a les 3 fonctions de base psi1, psi2, psi3. Si j'ai un signal reçu Y qui est déterminé par le vecteur en rouge, je vais avoir un nuage de bruit. Ça veut dire que le point ici en rouge peut se déplacer dans toute cette zone-là. Et je peux par exemple avoir un point en bleu ici, qui est normalement le signal reçu. Ça, c'est le signal reçu sans bruit, le rouge, et le bleu, c'est le signal reçu lorsqu'il y a un nuage de bruit. Donc ça, c'est le signal SI qui a été transmis, et ça, c'est le signal reçu. Un autre exemple, le signal reçu, c'est Y en rouge. Le signal, c'est ce qu'on appelle le signal d'observation. Le signal SI, c'est le signal qui est transmis, qui est le point bleu. C'est le message qui a été transmis. Et donc, il est décrit par un vecteur en bleu. C'est ce qu'on appelle le vecteur signal. Et puis, bien sûr, la différence entre les deux, c'est la partie qui correspond au bleu. Donc, c'est le vecteur bruit qu'on appelle donc le petit nt. Si on utilise le log du rapport de test de vraisemblance pour obtenir les règles de maximum de vraisemblance ou bien maximum likelihood, ou bien la règle du MPE, donc c'est le minimum donc, de l'erreur qu'on commet. Donc le LRT, il est exprimé sous forme de rapport de la probabilité d'avoir Y quand un 1 a été reçu sur la probabilité d'avoir un Y lorsque le 0 a été transmis. Si on prend la règle du maximum de vraisemblance, donc on va avoir dans le cas de la constellation donc de signal à énergie constante, donc si l'énergie est constante, donc on l'a exprimé, on l'a vu dans le cours de la dernière fois. Donc cette probabilité, c'est l'argument du maximum du test de rapport de vraisemblance. On a pris le logarithme de ceci, et donc puisque le RT s'exprime en fonction d'un exponentiel, donc on va chercher le minimum de Y moins SI, qui est donc, disons, dans l'exponentiel qu'on a vu tout à l'heure. Et donc, ce minimum Y moins SI, ce sera aussi donc exprimé sous forme de maximum, donc de la corrélation de Y avec SI moins la norme de SI au carré sur 2. La distance minimale, ou produit scalaire maximal, avec un terme de correction de l'énergie, puisque la norme au carré de SI, c'est l'énergie EI. Cette distance maximale, donc au lieu de s'exprimer sous forme de SI au carré, elle va s'exprimer avec le produit un maximum du produit scalaire de Y SI moins donc l'énergie du signal SI sur 2. Donc ce maximum,
Donc, puisqu'ici on enlève ce terme-là, puisqu'on va travailler avec le maximum, il nous reste seulement le maximum donc, du produit scalaire YSI. Deuxième cas, lorsque la constellation du signal est en énergie non constante, donc elle est variable. Donc la distance, c'est toujours le maximum du produit de scalaire de YSI moins l'énergie EI sur 2. La réception optimale, donc si on prend un signal MR sur un canal AWGN discret dans le temps, si je prends la règle de la probabilité d'erreur minimale, LRT, on l'a exprimé la dernière fois en fonction donc, des probabilités PYSI qui est supérieur à PI lorsqu'on prend la décision, plutôt l'hypothèse HI, et la probabilité conditionnelle de PY sur SI lorsque j'ai pris la décision HJ qui est inférieure à PJ. Donc, dans le cas général, on peut écrire cette distance comme étant donc l'argument du maximum du produit de PI par PSI, donc ici PH avec l'hypothèse HI ou bien le signal SI. Et donc, si je prends le log de cette expression-là, je vais avoir log de P2, PI, et log, donc à la base 2, de PI de la probabilité conditionnelle que Y est reçu lorsque l'hypothèse HI a été faite. Donc, ce log peut s'exprimer sous cette forme, puisque ceci, c'est une exponentielle. Et donc, l'exponentielle avec le PI, donc je vais avoir Y sur SI, donc ça, c'est l'exposant de l'exponentielle. Ça, c'est le rapport qu'il y avait dans l'exposant de l'exponentielle, donc plus log de PI. Donc, ceci peut s'exprimer aussi, donc ça, c'est un minimum. Je peux l'exprimer en fonction d'un maximum. Et donc, le maximum que je peux, donc c'est bien sûr le produit scalaire de Y avec SI, moins donc l'énergie EI sur 2, donc plus sigma x au carré, log de 2 de PI, donc qui est la probabilité a priori. Donc ceci, c'est ce qu'on appelle la fonction coût du maximum de vraisemblance. Ce deuxième terme, c'est un terme qui est introduit par la probabilité a priori. Donc ça, c'est les résultats qu'on a obtenus. Donc on a montré qu'il n'y avait pas de perte d'optimalité lorsqu'on fait une projection donc de ceci, disons, sur l'espace signal. Donc, pas de perte d'optimalité, donc ça reste toujours un maximum lorsqu'on fait des projections sur l'espace de signal. On utilise les résultats obtenus dans le canal AWGN discret et on peut les exposer ou bien les continuer pour le canal AWGN continu. Ça veut dire qu'on prenne un signal qui est discret ou un signal qui est continu, on obtient les mêmes résultats. Donc, il suffit de remplacer les produits scalaires discrets par des produits scalaires continus dans le temps. Et les termes d'énergie, donc, au lieu d'avoir la norme au carré de SI, je vais avoir la norme au carré de SI de t, donc qui est dépendante du temps. On a montré que les produits scalaires restent toujours préservés, qu'on soit dans le domaine discret ou dans le domaine continu. La corrélation, la même chose, on peut s'écrire sous cette forme-là. Donc la corrélation de Y par SI, c'est égal à la corrélation donc, des termes en sinus et le terme en cosinus, c'est-à-dire le sinus et son perpendiculaire par rapport à SI. Et donc, ça me donne les deux produits scalaires, donc la composante sinusoïdale, et ici, c'est la composante orthogonale de celle de sinusoïdale. Et bien sûr, ça, c'est dans le domaine discret. Si on passe au domaine continu, je peux remplacer l'YS par Y de t et le SI par SI de t. Si on va voir maintenant comment on fait l'implémentation d'un récepteur optimal à l'aide d'un banc de corrélateur. Donc, je prends cette règle-là, qui est la règle de maximum de vraisemblance, qui est le maximum du produit scalaire YSI moins l'énergie au carré, moins l'énergie plutôt sur 2. Donc, le récepteur optimal, on peut l'implémenter à l'aide d'un banc de corrélateur.
Donc, je prends le Y. Maintenant, je vais réaliser donc, ce produit scalaire. Donc, je vais multiplier par SI de T et je vais faire l'intégrale, donc qui est le produit scalaire de Y de T, S de U de T. Donc, une fois que j'ai fait cette opération-là, donc il me reste seulement l'implémentation de SI au carré, donc la norme de SI au carré sur 2 avec le signe moins. Et si je fais ceci, donc là en sortie, je vais avoir cette relation pour la première valeur, I est égal à 1. Je vais répéter aussi ceci pour I est égal à 2 jusqu'à I est égal à M. Normalement ici c'est M. Donc j'obtiens ceci. Et puis qu'est-ce que je vais faire? Je dois décider le maximum. Donc le maximum, il est donc décidé par un banc de corrélateurs. Donc là je fais, là c'est les corrélateurs. Ici je fais le choix du maximum. Donc je prends le maximum de 2. Et donc c'est la décision du maximum de vraisemblance. Implémentation donc toujours à Londres, cette fois-ci de bancs de filtres adaptés. Donc si vous connaissez la notion de filtre adapté, donc on pourra les utiliser ici dans cette implémentation. Donc, au lieu de prendre les corrélateurs qu'on a vus tout à l'heure, on va les remplacer par des filtres adaptés, donc qui sont suivis d'un échantillonneur à des instants appropriés. La réponse impulsionnelle d'un filtre adapté est donnée par, donc H optimum c'est K, G de T, T moins T, où T c'est la période des symboles, G de T c'est la forme d'onde de l'émetteur, K c'est le gain du filtre adapté, et KG de T, la version de G de T mise à l'échelle, donc conjuguée ici, et inversée, parce que j'ai un moins T ici, elle est inversée, et décalée dans le temps par le grand T. L'implémentation du récepteur, donc grâce à l'aide d'un banc de filtre adapté, donc je vais avoir Y de T, je vais le faire passer à travers un filtre adapté. Je vais avoir, donc là c'est la première composante que je vais avoir. Ici je vais avoir moins S1 de T. Normalement ici je ne prends que S1 de T. Ici je vais faire un échantillonnage à des instants précis. Et puis je remplace, donc ici je prends encore la norme au carré de S1 sur 2. Je fais la même chose avec S2. Et puis avec le dernier, Sn. Et ici, je fais le choix du maximum. Donc là aussi, on peut dire que c'est la décision du maximum de vraisemblance à l'aide d'un banc de filtre adapté. Donc je vous recommande d'aller voir le cours de ce qu'on appelle le filtre adapté, qui est très utilisé en transmission. Donc maintenant, on va voir les signaux en bande de base complexes. On doit appliquer cette méthode aux signaux passe-bande à valeur réelle. Puis, on va écrire les produits scalaires passe-bande en termes de produits scalaires complexes en bande de base. Donc, ça veut dire qu'on va faire la transposition d'un signal passe-bande vers un signal passe-bas. Donc, toujours les hypothèses qu'on prend dans le cas du modèle passe-bande, c'est Y de P, c'est la somme des SI de P et des composantes de bruit avec le I allant de 1 à M. Dans le modèle complexe en bande de base cette fois-ci, je peux prendre la même, disons, la même relation. Donc la décision HI, c'est Y de T reçu, c'est S de T qui a été transmis, plus le N de T, c'est le bruit qui a été ajouté au signal. Donc on sait que si je prends la relation qui est le produit scalaire de Y de P avec SI de P, qui est donc dans le modèle passe-bande, moins la norme de SIEP au carré sur 2, elle est égale donc dans le modèle complexe, il suffit que je prenne la partie réelle de toujours du produit scalaire YSI moins la norme de SI au carré sur 2. Donc ceci représente les statistiques de décision optimale pour les modèles passe-bande à valeur réelle.
Ça, c'est les produits scalaires passe-bande peuvent être calculés en produits scalaires complexes en bande de base. Donc, on peut calculer les statistiques de décision en bande de base complexe. Donc là aussi, dans cette partie-là, il faut se référer, bien sûr, à la transformée de Hilbert. Donc, revoir le cours de la transformée de Hilbert pour pouvoir donc suivre cette partie-là. Donc, comme auparavant, seule la corrélation est calculée en bande de base dans le domaine complexe. Donc, la règle du ML s'appuie sur donc, la relation du maximum de vraisemblance qu'on a obtenu et on remplace le produit scalaire par la partie réelle auquel on enlève donc la norme au carré sur 2. Pour la règle du minimum de probabilité d'erreur, donc la même chose, on remplace le produit scalaire par la partie réelle et on garde donc l'expression telle qu'elle est. On remarque qu'il n'y a pas de couplage croisé entre les composantes en I et la composante en quadrature pour le récepteur, donc cohérent idéal. Donc dans le domaine de la transformée de Hilbert, on a toujours deux axes, ou bien deux composantes, une composante en cosinus et une composante en sinus pour le signal. Et donc, si je prends la partie réelle du signal, plutôt du produit scalaire YSI, donc on a une partie, une composante suivant un cosinus. Ici, la composante du signal suivant le cosinus. Et on a un deuxième, c'est la composante suivant Q, donc qui est Y sinus. Donc c'est la composante en sinus et le signal en sinus. Donc vous voyez que le signal, il a été, donc disons qu'on fait les projections sur l'axe des cosinus pour avoir YC et l'axe des sinus pour avoir donc YS, la même chose, on le fait pour le SI. On sait que la norme du SI, c'est la somme des deux composantes. Donc, on peut penser que le signal complexe est composé de deux signaux à valeur réelle. Donc, ici, c'est des valeurs réelles. Et qu'on peut le présenter dans l'espace à valeur réelle. Géométrie de la règle donc, de maximum de vraisemblance et les régions donc, de décision qu'on va faire. Donc, tracer les bisectrices, donc pour pouvoir avoir la règle de la distance minimale, donc on va tracer les bisectrices perpendiculaires des lignes joignant les points SI. Les régions de décision donc d'un point signal est la zone obtenue par l'intersection des demi-plans obtenus par ces bisectrices. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure, c'est la zone qui sera entourée par les segments en bleu. Donc, je prends un signal S1 et puis un signal S2. Et je trace ici une bisectrice, donc la même distance du point S1 jusqu'à L12 et du point S2 jusqu'à L21. Donc, cette bisectrice, elle va me définir donc, deux domaines. Donc, ce domaine-là, je vais l'appeler le domaine D1. Ici, c'est le domaine D2. Je vais prendre un autre point S3. La même chose, je vais donc séparer la distance entre S1 et S2 par une bisectrice perpendiculaire à l'axe S1, S3. Là aussi, je vais définir une moitié, un D1, et l'autre moitié, c'est le DE. Puis, je fais la même chose avec le point S4. Je vais avoir toujours le D1 qui est proche de S1. Pour le point S5, je vais faire la même chose et je vais avoir donc encore la zone D1. Donc, cette zone D1 est définie à l'intérieur des bisectrices en bleu. Donc, ça nous donne le domaine de décision donc, du point S1 pour tous les cas. Règle de décision de la distance minimale. On a vu que la décision optimale, dans le sens du plus petit TEB, donc quand on prend une décision optimale, ça veut dire qu'on va prendre le plus petit taux d'erreur binaire. Ça veut dire qu'on doit prendre un signal qui est le plus proche voisin du vecteur reçu. Cette règle est appelée décision de maximum de vraisemblance, qu'on a vu tout à l'heure. Donc, la décision de maximum de vraisemblance, si je prends une modulation à 4 points, le signal reçu, s'il est là,
Donc, vous voyez, ce point-là, il est distant des 4 points par donc, les distances qui sont données ici. Le signal, donc ce signal en bleu, c'est le signal transmis le plus probable, parce que généralement, c'est lui qu'on a transmis. Donc maintenant, on va voir comment on va faire pour définir les régions de décision. La méthode facile de détection est de séparer ou bien de calculer les régions de décision. Voici quelques exemples. Si je prends la règle de l'amplitude shift keying, c'est la modulation donc d'amplitude par déplacement d'amplitude. Donc je vais avoir par exemple le cas de 2 symboles. J'ai S1 et S2 seulement. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends la bisectrice entre ces 2 points, donc elle tombe avec l'axe des Y. Et donc, si un point est observé ici, donc dans le demi-plan à droite, ça veut dire que la décision, on va dire que c'est S1 qui a été transmis. Maintenant, si ce point observé tombe dans ce demi-plan ici, on va décider que c'est S2 qui a été donc transmis. Ça, c'est pour la règle du cas de la SK. Maintenant, on va voir la QASK. Donc, c'est une double modulation en quadrature donc d'amplitude shift keying. Je vais avoir 4 points, S1, S2, S3, S4. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Pour décider si c'est un S1, donc je vais prendre la bisectrice entre S1 et S2 et la bisectrice entre S1 et S4. Donc ceci va me définir un plan, donc un quart de plan. Et si le point de décision ou bien le point observé tombe dans cette zone-là, ça veut dire que c'est S1 qui a été, disons, donné. Donc je fais la même chose, je vais définir pour S2, donc la zone de décision, la même chose pour S3 et pour S4. Donc ici, on va décider que c'est S1. Dans cette quart de plan, je vais décider que c'est S2. Ici, je vais décider de S3. Et ici, je vais décider que c'est S4. Cas de la QPSK. QPSK, c'est plutôt la PSK, c'est Phase Shift Keying, c'est la modulation numérique par déplacement de phase. Donc là aussi, je vais avoir 4 points et j'utilise toujours la bisectrice entre 2 points. Là, la bisectrice entre 2 points. Ça va me définir un quart de plan. Donc, je vais avoir les 4 quarts de plan qui sont avec les différentes couleurs. Et donc, c'est toujours les zones de décision de ce point-là. S1, zone de décision de S2 et ainsi de suite. Donc, zone de décision de S2, zone de décision de S3 et la zone de décision de S4. Donc, il faut noter qu'ici, on a un carré, alors qu'ici, on a un cercle. Donc, dans les modulations de type déplacement d'amplitude, généralement, si on a 2 points, elle est sous cette forme-là. Si on a 4 points, donc c'est avec une double porteuse. Donc, si on a 2 porteuses, ça veut dire qu'on va avoir un carré. Ici, non. Ici, on a une seule porteuse. Donc, c'est le déplacement donc, de phase qui se fait sur une porteuse. Donc, on lui affecte 4, la valeur 0, puis la valeur pi sur 2, puis pi, puis 3pi sur 2. Si je prends le cas de la QPSK, donc le cas de la QPSK, donc je vais avoir 2 axes. Donc, je vais avoir S1, S2, S3 et S4. Donc, vous voyez par rapport à celle de tout à l'heure, donc c'est toujours le cercle. Donc, si je reviens, donc c'est toujours le cercle. Et je vais avoir les 4 points ici. Et bien sûr, ici, par rapport à tout à l'heure, c'est qu'il y a eu un déplacement de pi sur 4 des symboles SI. Donc, toujours de la même manière, on va définir des quarts de plan pour chacun des signaux SI. Voilà, et on va décider que si l'observation se fait ici, ça veut dire que c'est un S1 qui a été transmis. Si l'observation se fait ici, ça veut dire que c'est un S2 qui a été transmis. Donc on va décider que c'est S1, S2, S3 et S4. Donc si on prend une constellation
de type 8 PSK. Donc, je vais avoir les axes en rouge, c'est les axes orthonormés. Et je vais avoir donc 8 points sur le cercle. Donc ici, c'est le S1, puis le S2, S3, et ainsi de suite. Et je vais définir mes 8 points. Et là aussi, qu'est-ce que je fais? Donc, je fais des bissectrices entre les points SI. Et donc, pour S1, je vais prendre cette zone définie par un angle. Pour S2, donc, tous les, disons, les observations qui se font à l'intérieur ici de ce cône, donc, on va décider que c'est S1. La même chose pour les autres signaux SI. Donc ici, on va décider que c'est S4 dans cette zone-là. Ici, c'est S6. Ici, on va décider que c'est S2. Ici, on va décider que c'est S3. Et la même chose, on va décider S8 dans cette zone-là et S7 dans cette zone-là. Donc, les points que je vais obtenir, donc ici, c'est dans le cas où j'ai toujours la 8 PSK. Ici, j'ai le cas de la 16 QAM. Donc, le cas de la 16 QAM, donc je vais l'axe des X ici, l'axe des Y. Et je vais avoir dans chaque quadrant ici, je vais avoir 4 points. Donc ici aussi, je vais avoir 4 points. Ici, je vais avoir 4 points. Et donc, si je prends toujours la bissectrice entre les points, donc pris 2 à 2, ça va me définir ici des carrés. Et ici, c'est donc des segments qui sont donnés sous cette forme-là. Plus formellement, on fait une partition de l'espace de décision M en région de décision DI de I égale à M. Soit I le vecteur mesuré ou bien le vecteur observation qui est le signal reçu. Donc, si I appartient à DI, on dit que SI a été transmis. Comment l'erreur de détection se produit? Donc, on va avoir une erreur Y, une erreur de détection lorsque Y tombe dans un domaine DI, mais SI n'a pas été transmis. Donc, parmi les responsables de ce problème d'erreur, donc c'est surtout le bruit, mais on peut avoir aussi l'effet du canal qui peut faire ce problème-là. Donc, j'ai une zone SJ, j'ai une autre zone SI, et donc je vais avoir un signal SI transmis, un signal SJ, et je vais avoir une observation Y. Cette observation Y, ou bien c'est le signal reçu, il va avoir deux composantes. Une composante donc, qui est suivant l'axe X et une composante qui est suivant l'axe des Y. Donc, vous voyez, cette composante ici et cette composante ceci, ici, c'est des composantes qui ont été donc changées du signal SI transmis donc à cause du bruit. Donc le bruit va faire des changements de coordonnées et changements de position dans laquelle le signal a été transmis. Donc un signal a été transmis SI, donc il va se retrouver en Y. Donc décision 12, il est moins confiant dans la région de décision quand le point reçu ou bien l'observation est proche de la limite de la région de distance, de décision. Donc on est moins confiant dans la décision quand l'observation est proche de la limite de la région de décision que quand elle est à l'intérieur de la région de décision. Cette décision 12 exprime notre confiance dans la décision. Cette notion est spécialement utile quand les décisions sont traitées en plus par un détecteur. Si on prend les probabilités a posteriori, donc c'est elles qui sont le meilleur standard pour les décisions souples, elle exploite donc toute l'information disponible à partir du signal reçu. Donc cette probabilité a posteriori, donc à l'aide du théorème de Wallace, je vais l'écrire sous cette forme-là, donc je vais l'exprimer en fonction des probabilités conditionnelles de Y sur HI.
et la probabilité que l'hypothèse SI a été faite sur la somme des probabilités qui est la probabilité a priori P de Y qui s'écrit sous cette forme-là. Ce calcul se fait à partir de la règle de Bayes. Lorsqu'on l'applique pour un canal AWGN, donc ces probabilités s'expriment en fonction de la probabilité gaussienne. Et donc, je vais avoir le PI ici, qui sera PI, et cette probabilité conditionnelle va s'exprimer par une exponentielle. Ici, je vais avoir la somme des PI, toujours, par les PYI qui s'expriment par l'exponentielle de la norme au carré sur 2 sigma au carré. En pratique, on peut utiliser le log des rapports de telle probabilité. Donc, je prends le log de cette probabilité. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tracer, par exemple, le cas où j'ai 4 signaux S1, S2, S3 et S4. Et bien sûr, je vais avoir 2 points d'observation, ce premier point et ce deuxième point. Donc, le premier point ici, il est avec les coordonnées 0,25, 0,5. Donc, ici, c'est 0,5, ici, c'est 0,25. Ici, je suis à 1,5 suivant l'axe des X et à moins 2 suivant l'axe des Y. Donc, on est moins confiant pour les décisions difficiles quand on a une observation qui est proche de la limite. Donc là, on est proche de la limite. Pour ce S1, la limite, c'est cet axe-là et cet axe-ci. Donc, on a une observation proche des limites des zones de décision. Ici, vous voyez que, qu'est-ce que j'ai? J'ai ces 2 axes limitent la zone de décision. Et donc, vous voyez ici, ce point-là est très loin de S4. Donc, on a beaucoup plus confiance dans la décision difficile quand on a une observation qui est ici, qui est loin des limites des zones de décision. Donc, elle est loin ici, c'est 1,5, et plutôt 1,5 ici, et 2 ici. Donc, vous voyez, ce point-là est loin par rapport à ce point par rapport donc, aux zones de décision. Si je regarde en termes de valeur, la probabilité que ce soit S1 qui a été, c'est la plus forte des 4, et donc, obligatoirement, donc, je vais faire la décision que, bien sûr, S1 a été transmis. Cette décision, elle est moins confiante que cette décision-là. Regardez ici, pour le point ici, j'ai un 0,39 pour le S4, donc c'est une probabilité très très forte par rapport aux autres probabilités. Donc là, on est beaucoup plus confiant dans cette décision. Quand on fait une décision lorsqu'on a une probabilité de 0,9, elle est beaucoup plus confiante que lorsqu'on fait une décision sur S1 lorsqu'on a une probabilité de 0,4. On a besoin de connaître le niveau de bruit pour calculer les décisions souples. Donc, ce cadre-là, il a été calculé, donc ces probabilités conditionnelles ont été calculées dans le cas où, bien sûr, on les calcule avec ceci, dans le cas où sigma au carré est égal à 1. Donc, ici, 4,55 pour le 0,5, ici, c'est pour la probabilité conditionnelle de S4, elle est 0,39, donc on est proche du S4. Regardez ici, qu'est-ce qui se passe. Donc, sigma au carré est égal à 1, j'obtiens donc ces résultats-là. Si je compare cette valeur avec cette valeur-là, qu'est-ce qui se passe avec, bien sûr, la puissance de bruit, la variance qui est plus importante. Donc, la variance plus importante. Donc, si la variance est plus grande, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que le signal donc, est beaucoup plus étalé et donc la puissance de bruit, elle est moins importante. Ici, la puissance de bruit est plus importante. Et donc, vous voyez qu'est-ce qui se passe. Donc, ici, par rapport à 0,455, on a 0,299 et par rapport à 0,935, j'ai 0,439. Donc, bien sûr, les décisions sont mieux faites ici que ici, ici et ici. Ceci donc termine ce cours. Je vous remercie.